Togo Info, le Togo à votre portée. Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver ce lundi matin à bord de notre sympathique taxi pour cette nouvelle aventure de l'information sur la radio. Cette semaine, elle sera passionnante avec la rédaction qui sera encore au téléphone avec nous. Taxi Média Show, aujourd'hui c'est lundi 27 juillet 2020, bienvenue chez nous. Eric Gator, Taxi Média Show, pour tout comprendre de l'actualité. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 4 rédactions à visiter ce matin, le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, l'hebdomadaire Courrier de la République et le site internet togobokenews.info. À suivre aussi nos chroniqueurs, les chroniques technologiques avec Amena Signon et nos partenaires de Togo Tchèque. La page des sports ce matin portera les griffes de Abdoul Akondo. Et nous commençons la revue de presse de ce matin par le quotidien L'économiste du Togo, le confrère qui revient sur l'impact socio-économique de la Covid-19. Fort Gnassingbé a vu juste, écrit notre confrère. Commande publique, formation, l'RMP envisage la création d'un institut africain. Le journal revient sur le sujet et parle également de la valorisation de l'économie bleue. Le Togo renforce la sécurité maritime. Et puis les Africains influents, Nouboupo et Agboibo parmi les 100 de Jeune Afrique. Vous lirez l'article dans le quotidien L'économiste du Togo. Le quotidien Liberté maintenant dans les kiosques ce matin et nous en parlons avec le patron de ce journal, c'est Meda Rametepe. Meda, bonjour. Oui, bonjour Eric. Alors Meda, ce matin vous revenez sur l'affaire des présumés braqueurs abattus à Kanyikopé. La CNDH désavoue la police, les victimes ont été enlevées à leur domicile. Oui, la CNDH désavoue la police et en même temps, elle a fait des gymnastiques pas possibles pour tenter de disculper la police dans cette affaire. Et c'est un rapport assez bizarre et insolite à l'image même de l'institution et du pays. Et le rapport confirme l'adage selon lequel les loups ne se mangent pas entre eux en clair. Et nous sommes dans le même bord et nous ne devons pas nous. Et c'est là qu'intéressant de ce rapport assez curieux. Et on se souvient que dans la nuit du 27 au 28 juillet 2019, la police avait abattu 2 jeunes hommes à Kanyikopé présentés comme des braqueurs. Et il s'agit de Amouzou Koti et 10 cimetières menuisiers de profession et Depo Natao et un peintre staffeur. Et selon la police, les 2 présumés braqueurs avaient été abattus au cours des échanges de tirs. Mais la version de la police a été contredite par les familles des victimes qui ont témoigné que les 2 jeunes hommes ont été enlevés à leur domicile et abattus ensuite. Et une version confirmée par les riverains et face à la polémique et la CNDH s'était auto-saisie de l'affaire. Et elle a rendu public son rapport un an après. Et c'est à l'occasion du rapport d'activité exercice 2019. Et au terme de ces enquêtes, la CNDH confirme la version des familles des jeunes des abattus et le rapport dit, je cite, la commission a conclu que les nommés Amouzou Koti en lien cimetière et Matao des ports ont été enlevés à leur domicile par un groupe d'hommes dont certains en tenue de soja. Et ce qui est dramatique dans ce rapport, c'est que la police, au cours d'une conférence de presse, a affirmé avoir battu les 2 jeunes hommes, mais la CNDH tente de dédouaner la même police en soulignant que les jeunes hommes ont été enlevés à leur domicile par des hommes entretenus, mais qu'elle n'a pas réussi à identifier les auteurs de cette arrestation. Et la CNDH affirme plus loin dans le rapport que les 2 jeunes se sont mis sur la route de l'équipe de l'opération
du groupe d'intervention de la police nationale, alors qu'elle est dit au même moment qu'ils ont été enlevés à leur domicile. C'est un rapport à quel usage je le disais, donc leurs détails sont allés dans le journal. Très bien. L'article que nous lirons donc à la page 3 de votre journal. Au Mali, le peuple dit non au syndicat des chefs d'État de la CEDEAO. Hein. Oui, cinq chefs d'État de la CEDEAO se sont rendus jeudi dernier à Bamako, Mali, et afin de trouver une solution à la crise sociopolitique qui secoue le pays. Et Mohamedou Bouharé, Alassane Ouattara, Mahamadou Sipou, Nana Akufo-Addo, Macky Sall ont rencontré une farouche résistance du mouvement du 5 juin et Rassemblement des forces patriotiques qui est la coalition qui porte la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. La coalition mobilisée depuis 2 semaines des Maliens dans les rues pour exiger la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais pour les 5 chefs d'État, le départ du président malien du pouvoir est la ligne rouge à ne pas franchir et la coalition est aussi restée ferme sur sa position. Et pour elle, il n'est pas question de transiger sur ses revendications. Et donc, les chefs d'État ont dû rentrer depuis et ils organisent ce matin un sommet extraordinaire de la CEDEAO pour pencher à nouveau sur la crise. Et nous avons rappelé quelques dispositions pertinentes du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui prescrivent des élections libres, honnêtes et transparentes et garantissent la liberté d'association, de réunion et de manifestation ou encore interdisent tout changement anticonstitutionnel. Mais nous faisons remarquer que quand certains chefs d'État fraudent des élections ou tripatouillent leur constitution pour se maintenir au pouvoir ou répriment dans le sang des manifestations pacifiques, la CEDEAO ne réagit pas, mais il suffit qu'un dirigeant soit en difficulté et pour qu'elle fasse diligence et vole à son secours. Et on se demande si on a finalement affaire à une CEDEAO des dirigeants ou à une CEDEAO des peuples. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans le journal. Et puis, Kako Noubokwa et l'imam Mahmoud Dicko parmi les 100 Africains les plus influents. Oui, et le magazine Jeune Afrique a établi le classement des 100 personnalités africaines les plus influentes de l'année. Et parmi ces 100 Africains retenus, il y a l'économiste togolais Kako Noubokwa qui occupe le 53e rang. Il est d'ailleurs le seul togolais à figurer dans le classement. Et Jeune Afrique retient de lui ses prises de position sur le point FIFA, et ce qui lui a valu d'être auditionné sur le sujet en septembre 2019 par le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et nous avons aussi retenu l'imam Mahmoud Dicko qui peut actuellement parler de lui sur le continent. Il occupe le 42e rang du classement et il est loin des principaux leaders, ou plutôt le principal leader du mouvement du 5 juin qui fait trembler le président Ibrahim Boubacar Keïta et donne du fil à retordre au chef d'État de la CEDEAO. Et au sortir de l'entretien qu'il a eu jeudi avec les 5 chefs d'État de la CEDEAO, il a déclaré qu'il préférerait mourir en martyr que de mourir en traître. Et son discours et son intégrité ont augmenté davantage sa cote de popularité au sein de l'opinion malienne et africaine. Et Jeune Afrique se demande en justice jusqu'où il va aller et si un imam peut devenir président du Mali. Et l'avenir nous le dira. Très bien. Tous ces sujets à découvrir dans votre journal Liberté dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Passez une excellente journée. Bonne journée à vous aussi.
Outre le quotidien Liberté, nous avons le quotidien Togo Matin qui est aussi dans le kiosque ce jour. Et nous en parlons avec le patron Dieudonné Korolakina. Dieudonné, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles auditrices, fidèles auditeurs de Radio Taxi FM. Et ce matin, vous revenez sur la scène politique togolaise, avec la reprise progressive des activités au mouvement des Jeunes Unir. Oui, le mouvement des Jeunes Unir, le MJU, en abrégé, a annoncé la reprise progressive de ses activités le samedi dernier. C'est en quelque sorte une rentrée politique pour la jeunesse du plus grand parti politique au Togo. Le bureau national du MJU a, au cours d'une rencontre avec le bureau de section préfectorale du Grand Lomé, dans le cadre de cette reprise progressive des activités donc post-pandémie, donc le bureau a rencontré donc des sections préfectorales. Et après avoir œuvré inlassablement pour le plébiscite du candidat du parti unique, du parti Unir, je me répète, donc, après avoir œuvré inlassablement pour sa victoire à la dernière élection présidentielle, il y a eu cette petite trêve imposée donc par la pandémie. Et donc, pour le bureau du MJU, c'était l'occasion de se retrouver, d'accentuer en fait la sensibilisation autour donc de la maladie à coronavirus, qui est venue d'une certaine manière freiner, ralentir les activités sur l'ensemble du territoire national. L'on comprend alors que pendant quelques semaines, les militants ont dû garder leur distance les uns vis-à-vis des autres. Mais il semble aussi que le moment soit venu pour que justement le bureau sonne le retour, la reprise des activités. Certes avec prudence, mais en tout cas, en rappelant quand même que, quelle que soit la situation, la vie continue, la vie politique s'anime toujours. Donc les spécialistes affirment d'ailleurs qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Pour aider les responsables donc, de section préfectorale du MJU, un guide de reprise des activités sera bientôt mis à leur disposition. Celui-ci indiquera les modalités, les conditions dans lesquelles les rencontres se tiendront avec les militants. Ils éviteront ainsi de prendre des risques inutiles pour leur santé et celle des autres. Voilà un peu. Donc dans leur intervention, on va dire le délégué national Kankan Malik Takada et la déléguée nationale adjointe Mazama Essoassi ont partagé leur joie de retrouver leurs camarades politiques, bien sûr. Ils ont indiqué que des rencontres du même genre se tiendront en présentiel ou virtuellement sur tout le territoire national afin de renouer avec les activités politiques du parti. Voilà. Parfait. Et le cas Agbeyomi Kodjo qui revient encore sur le tapis ce matin. Agbeyomi Kodjo, jusqu'à la dernière goutte de sang, c'est votre interrogation. Et pourtant, il préfère mener son combat bien serré dans sa cachette. Alors, oui, le personnage politique très en vue ces derniers jours, c'est bien le candidat malheureux de la dynamique Monseigneur Poudreau à l'élection présidentielle du 22 février dernier, président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement PDD. Il a choisi désormais donc de mener son combat en cachette, tu le disais. Il rejoint d'une certaine manière un certain Tiki Atchadam qui pensait pouvoir inquiéter le pouvoir en publiant des messages de mobilisation sur les réseaux sociaux. Au moment où, il faut le dire, au moment où Tiki Atchadam, lui, l'a compris et a déchanté, le président autoproclamé se dit déterminé, lui.
c'est un petit paradoxe, il faut le relever. Alors pourquoi ne pas justement faire face à la réalité? Et toute la question se pose. Le candidat donc de la dynamique, Monseigneur Koudou, sans doute a pensé aller plus loin à une scène habituelle avec cette scène, en tout cas cette manière, cette méthode inhabituelle justement de combattre très très loin. Hein. Je défendrai jusqu'à ma dernière goutte de sang cette victoire éclatante, historique du peuple togolais. C'est entre autres, en tout cas en substance, le message d'Agbéomé dans une récente vidéo qui fait le tour, en tout cas qui a enflammé la toile d'une certaine manière. C'est une mission, je ne me déroberai pas et je ne vous trahirai pas, déclarait le candidat malheureux à la dernière présidentielle. En écoutant ces propos, on croirait avoir affaire à un guerrier, hein. Il faut le dire aussi. Or, un véritable combattant ne fuit pas le combat. En tout cas, c'est une évidence. On ne fuit pas le combat qu'on s'impose soi-même. Les Togolais finiront par croire que les leaders qui s'improvisent, mais si, sur la scène politique, ne sont que des poltrons, ne sont que des fuyards qui de loin estiment pouvoir donc inquiéter le pouvoir. Donc, en tout cas, la démarche d'Agbéomé, la démarche actuelle, la démarche présente d'Agbéomé ressemble à s'y tromper à celle d'un certain Titi Sedam, je le disais. C'est une démarche très récente qui est encore d'une certaine manière présente et vivace dans les esprits, parce que ça date de quoi? Il y a 2-3 ans, hein, défendre sa victoire jusqu'à la dernière goutte de sang, mais pourquoi la clandestinité en affirmant que sa vie est en danger, hein, que signifie réellement pour monsieur Agbéomé Kodjo le fait de verser alors son sang pour une cause, hein, mais si tant le choix est justement donc le temps si tant le choix donc est de partir en cavale, de partir en cavale et de se dire voilà, mais que on est prêt à verser le sang, on est prêt à mener un combat, et on est prêt à appeler des gens qui pour galvaniser, qui pour mobiliser effectivement la troupe. Déjà même quand on sait quand même que Agbéomé Kodjo et la plupart des leaders de l'opposition, ce n'est pas le parfait amour. Hein, en tout cas, pas grand-chose apparemment. Hein. Il ne sert à rien d'utiliser de gros mots pour impressionner les Togolais. Hein, et disons-nous donc dans notre réflexion que nous invitons les lecteurs à lire ce matin dans nos colonnes. D'accord. Ce sujet donc à découvrir dans le quotidien Togo Matin. Merci beaucoup, Dieudonné. Merci, très cher Eric. Une très très bonne journée, très bon début de semaine à toi, ainsi qu'aux auditeurs, aux auditrices de Radio Taxi FM. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. Et notre troisième rédaction ce matin au téléphone, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Courrier de la République et nous accueillons Tchakala Alirou. Tchakala, bonjour. Bonjour, grand citoyen de Saint-Eric. Bonjour à toutes les passagères et tous les passagers de notre sympa taxi. Je profite aussi souhaiter une radieuse semaine à toutes et à tous. Et la police nationale, vous en parlez ce matin. Le vrai faux parent pauvre de la politique sécuritaire des autorités togolaises, c'est votre interrogation. Hein? Oui, en effet, c'est une légitime interrogation que nous avions eu à poser au regard de ce que nous avions pu constater dans ce corps qui est quand même un corps qui joue un rôle formidable dans le maintien de la sécurité de l'ordre dans notre pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps,
Et la police nationale est à l'avant-garde de toute la lutte qui est menée contre le grand banditisme. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'acquis. Et au même moment où il y a des acquis, il y a aussi des choses qu'il faut lutter pour voir être améliorées au niveau de ces gens-là. La police, quoi qu'on dise, n'est pas aussi l'enfant pauvre de la classe. Hein, quand vous voyez ces policiers aujourd'hui, de grandes choses ont été faites à leur profit. Et s'agissant de la formation, on constate aussi qu'il y a même un centre qui a été construit à Davier où ces policiers-là, qu'ils soient gardiens de la paix, qu'ils soient officiers de police ou même commissaires, ils vont là-bas renforcer leurs capacités. Et ça ne s'arrête pas là. Ces policiers-là aussi véhiculent une très bonne image de notre pays à l'extérieur. Quand vous voyez un peu un pays où ils ont maintenu la paix avec un fort renfort, à l'occurrence à Haïti et dans d'autres pays comme la Centrafrique, c'est des gens qui sont vraiment appréciés quand ils sont au front. Maintenant, ici, en interne, quand vous vous aventurez un peu au niveau de ces, lui appelé commissariat central ou commissariat d'arrondissement, franchement, c'est des bâtiments qui ne traitent pas mieux. C'est vrai, il y a un léger mieux qui est en train de faire au niveau de certains arrondissements, mais le commissariat central, franchement, il va falloir qu'on trouve quand même un bâtiment construit appartenant à ce corps et non être toujours en location dans des bâtiments à forte décrépitude. Et quand vous y entrez, s'agissant du mobilier, ce n'est pas encore ça. C'est des trucs que les gens s'entassent dans des bureaux. Les gens, il y a cette promiscuité qui s'observe entre les agents. Donc, je crois que beaucoup de choses ont été réalisées. Mais il faut aussi revoir le statut particulier du corps de la police. Depuis quelque temps, le ministre Yark est en train de réaliser de très grandes choses en faveur de ce corps. Mais on ne peut pas tout avoir en même temps. Donc, je crois que c'est un combat qui doit continuer. Et eux aussi doivent se montrer à la hauteur des attentes placées en eux pour mériter encore une plus grande amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Donc, c'est une quête permanente. On ne peut pas tout avoir en eux, mais c'est de par leur comportement, de par leur bonne conduite, c'est de par leur assiduité au travail qu'ils pourront réaliser les grandes choses qu'ils attendent du gouvernement et en particulier du président de la République. Donc, c'est une analyse sur les acquis, ce qu'ils attendent et ce qu'ils doivent faire pour améliorer leurs conditions que nous avions essayé de passer au peigne fin. Outre la police, vous parlez également de l'enseignement supérieur, gestion des étudiants togolais à l'extérieur. Kofi Akpagana, sans pitié et sans aucune compassion, vous relevez le coup de grâce en cette période de pandémie. Oui, mais ce qu'on a constaté au niveau des étudiants, c'est le cri de détresse qu'ils ont envoyé. Vous savez, l'État fait de très grandes choses pour ces étudiants. Entre-temps, une mission du ministère de l'Enseignement supérieur a sillonné certaines capitales pour voir comment est-ce que les étudiants vivent, pour voir, pour toucher du doigt la réalité de l'existence de ces étudiants-là en cette terre étrangère-là. Et puis, normalement, quand ils sont venus, ils devraient plaider pour un léger mieux en faveur de ces étudiants qui sont allés à la recherche de la connaissance. Ils ne sont pas allés pour mener la grande vie. Ils se contentent du peu. D'ailleurs, les étudiants togolais ont toujours eu de très bons comportements à l'extérieur où ils se trouvent dans leur pays d'accueil. Maintenant, avec la pandémie du coronavirus, vous avez vu, ils ont vu un peu leur marge de manœuvre être très réduite. Ils ont été confinés pendant de très longs mois. Ils ne fréquentent plus habituellement comme d'habitude. Et puis, on a vu beaucoup de choses ne plus marcher comme il se doit. Maintenant, au lieu de plaider, au lieu que le ministère de l'Enseignement supérieur plaide pour la cause, pour une certaine solidarité, pour voir la situation de ces étudiants-là s'améliorer, c'est en ce moment que le ministère a choisi d'amputer sur les allocations qui sont données à ces étudiants. Donc plus de 3 mois d'allocations ont été amputés de ce qu'ils devraient avoir. Donc jusqu'alors les étudiants ne comprennent pas pourquoi une telle situation. Ça frise un peu le civisme. Normalement la compassion devrait prévaloir. Akpagana et tous ces commis devraient œuvrer quand même. Si on ne peut pas augmenter, il faut quand même maintenir la fourchette qu'ils avaient obtenue pour gérer la situation. Mais on a dû tout attendre
amputé, soit disant que c'est les 3 mois, c'est des 3 mois qui couvrent les vacances. Alors que pendant les vacances, ces étudiants doivent continuer, ils ne vont pas vivre dans les arbres en vacances. Ils doivent se nourrir. Et dans certains pays, même il est interdit aux étudiants de pouvoir faire de petits jobs pour leur survie. Comment est-ce que ces étudiants-là peuvent aujourd'hui survivre au regard de tout ce que le ministère de l'Enseignement supérieur est en train de leur contraindre à accepter. Donc je crois que c'est un cri de cœur. Et les étudiants aussi sont conscients, ils sont en train de s'organiser pour demander leur dû pour obtenir cela. Donc ils ne veulent pas créer des recours, mais ils appellent à l'option de sagesse du ministre de l'Enseignement supérieur pour que cette décision qui frise le civil soit reconsidérée pour que ce qui leur a été amputé, on puisse le leur restituer dans les plus brefs délais. Donc c'est une première partie de l'analyse que nous avons faite et nous avons estimé que le ministre de l'Enseignement supérieur a manqué de compassion. Il a manqué de pitié pour ces enfants-là qui sont à la recherche de la connaissance et du savoir qui va un jour profiter forcément à notre pays. Très bien. On lira l'article dans votre journal et puis Covid-19, simplement terrible. Confinement, déconfinement et reconfinement. La pandémie tourne finalement la planète en bourrique, hein, GCE. Oui, c'est la triptyque, finalement, cette histoire de coronavirus. Autour de cette pandémie, il n'y a aucun son concordant autour du mal. Et les médecins ne s'entendent pas, les chercheurs ne s'entendent pas, et les économistes aussi peinent à trouver la juste approche pour la gestion de la pandémie, même l'après-pandémie. Donc c'est tout est sens dessus, sens dessous, et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et on a comme cette impression que les gens perdent le tout contrôle de la situation parce qu'il y a quelques temps encore, nous avions constaté que la mode c'était le confinement. Il fallait confiner les gens pour que le mal ne se répande pas comme une traînée de poudre. Mais quand on a senti que ce confinement avait un coût et qu'il fallait sauver au moins l'économie, et la situation n'était pas encore au mieux quand on a décrété le déconfinement. Donc c'était un déconfinement progressif et chaque pays avait son mode de déconfinement. À peine ce déconfinement amorcé pour sauver des pans de l'économie et certains aspects de la société que nous avons constaté encore que la pandémie retenait du poil de la bête. Hein. Il y avait la contamination se fait à très grande échelle maintenant, c'est des dizaines de milliers de contaminations par jour, comme si c'était au début de la survenue de la pandémie. Donc, et qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut reconfiner. Donc, après le confinement, ce fut le déconfinement. Et maintenant, la mode, c'est pas encore, c'est le reconfinement. Donc, et c'est comme ça que ce mal-là tourne toute la planète en bourrique. Et le mal est insaisissable. Le mal est en train de taper sur les nerfs des plus faibles comme des plus forts. Les puissants aussi ne sont pas du reste. Ceux qui avaient voulu jouer même au caïd, disant que le coronavirus était une petite grippe qu'on peut gérer, vous les avez vus. Il s'agit de Bolsonaro et de Trump. Maintenant, ils ont opté aussi pour le cache-nez qui se protège maintenant pour dire que on ne nargue pas impunément le coronavirus. Vous avez vu aussi l'approche de l'ancien Premier ministre britannique qui a dû faire un passage à l'hôpital pour être sauvé. Donc, franchement, malin sera celui-là qui dira qu'il a la maîtrise absolue de ce coronavirus, vivement que toute la planète, tous les humains la prennent ainsi et que de par nos comportements, on arrive à rendre un peu plus étroit le compartiment de cette pandémie. Donc, c'est par notre intelligence, quand on converse cela, qu'on pourra arriver à bout de ce mal. Mais finalement aussi, la résultante à laquelle on peut, ou bien la conclusion à laquelle on peut aboutir, c'est de vivre avec le mal, hein, comme si le mal n'existait pas, comme on en fait avec le paludisme, avec le cancer ou tous les autres maux, mais avec un peu plus de responsabilité quand on est dans la foule, en se protégeant et en mesurant toujours, en maintenant aussi toujours les mesures de distanciation requises telles que recommandées par la plupart des gouvernements de ce monde. Donc voilà l'analyse que nous avons faite, mais au Togo, le mal semble sous contrôle avec une gestion sans bruit, mais qui est d'une
rare efficacité. Très bien. Tout ce sujet à découvrir dans votre journal Courrier de la République. Merci beaucoup, Tchakala Alirou. Merci, grand citoyen d'État, et bonne semaine à vous. Et passez une bonne journée aussi. Bye bye. Vous écoutez Radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi à Média Show. Merci pour votre confiance sans cesse renouvelée à la radio Génial. Et nous poursuivons la revue de presse. Et notre quatrième rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site gobrekinews.info et nous avons au téléphone ce matin Didier Assogba. Didier, bonjour. Bonjour Eric et bonjour aux auditrices auditeurs de Taxi FM. Et ce matin, vous parlez d'un réseau de 9 malfrats qui a donc démantelé à la frontière Togo-Ghana. Oui, c'était le vendredi dernier que cette opération de la police nationale a eu lieu donc dans la localité de Ségbe près de la frontière. Et donc le groupe soupçonné donc d'être un réseau de malfrats était filé depuis plusieurs jours et la police était donc à leur trousse. Mais le vendredi dernier, ils ont été donc pris dans les mailles de la police nationale. Un premier groupe, lorsqu'ils avaient été repérés, donc la police a dû déployer un premier groupe d'éléments pour aller s'assurer de leur position et puis un autre groupe qui allait appuyer le premier. Donc les lieux ont été cernés et donc les présumés malfrats ont été donc juste été arrêtés, menottés et conduits donc à la sûreté donc pour les investigations supplémentaires. Et donc voilà, comme l'exige la procédure classique, il devrait donc être présenté au procureur de la République après des enquêtes supplémentaires, des interrogations, des interrogatoires autant pour moi, et donc ensuite ceux qui se seraient reconnus coupables de leurs actes répondront devant la justice. Mais il faut signaler également que lors de la descente, la police a arrêté donc au total 10 personnes et suite aux investigations au premier questionnement, une personne avait été libérée donc au bénéfice donc du tout. Voilà pour cette opération de la police nationale qui vient également, on va dire, à l'appui de ces des dernières descentes de la gendarmerie nationale qui a arrêté plusieurs malfrats ces derniers jours, notamment à Ného, à Bougan, à Tabligo, à Lomé. Donc voilà, les forces de l'ordre de sécurité sont aux aguets désormais pour éradiquer ou on va dire plutôt minimiser les actes de criminalité qui ont le signal continu de s'augmenter depuis le confinement surtout et avec la libération de récidivistes et prisonniers. Et voilà, les forces de l'ordre ont décidé donc de mettre de l'ordre, on va dire. Et donc, souhaitons que cela continue et que les malfrats soient mis hors d'état de nuire et que la population retrouve sa quiétude. Kako Nouboupo et Pascal Agouibo à l'honneur en Afrique, hein? Oui, à l'honneur en Afrique, parce que vous savez, le Togo est l'un des pays qui ne fait pas reconnaître la valeur de ses enfants, malheureusement. Mais hors du pays, les valeurs des Togolais sont reconnues par plusieurs entités et donc dans deux classements publiés donc dans son édition de cette semaine par le magazine Jeune Afrique. D'abord, il y a le premier classement qui parle des 100 personnalités qui influencent le continent africain. Donc, dans ce classement-là, l'ancien ministre togolais, Kako Nouboupo, donc professeur de l'économie, a été reconnu donc comme étant un Africain influençant, donc un Togolais qui influence l'Afrique sur ces dernières années. On sait que le ministre Kako Nouboupo
est un anti-CFA convaincu et qui continue de critiquer le modèle de coopération avec le franc CFA. Il a déjà commencé par donner de la voix avec les modalités définies par les présidents français et ivoiriens pour remplacer le franc CFA par l'éco. Donc, Kako Mboupo qui continue de réaliser, de donner sa vision et qui commence par être écouté de plus en plus sur le continent avec la nouvelle génération d'Africains, de citoyens qui ont véritablement envie de jouer de l'indépendance de leur pays. Et Kako, comme le signale d'ailleurs Jeune Afrique, est très écouté dans plusieurs palais présidentiels sur le continent, notamment en ce qui concerne l'Afrique francophone. Professeur d'économie de son État, il est convaincu de ce qu'il dit au sujet du franc CFA, qui est, on va dire, un modèle. Il a rappelé dans plusieurs conférences un modèle de servitude volontaire dans laquelle les pays africains, surtout français, francophones plutôt, on va dire, se sont empêtrés depuis plusieurs années. Kako qui dit donc simplement de couper le cordon ombilical pour permettre aux pays qui utilisent le franc CFA de se servir de la monnaie pour se développer. Donc Kako qui vient d'avoir cette reconnaissance-là au niveau, dans ce classement très sélect de Jeune Afrique, et c'est pas tout le monde qui s'y figure. Et en plus de ce classement, il y a un autre classement, donc publié toujours par Jeune Afrique dans son édition de cette semaine, où on parle des 100 avocats d'affaires, les 100 avocats d'affaires, donc les plus célèbres des avocats d'affaires sur le continent africain. Donc dans ce classement-là arrive en deuxième position Pascal Agbouibor. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fils de l'ancien premier ministre togolais Yaovi Agbouibor, donc décédé récemment. Pascal Agbouibor, avec son cabinet à Safo Company, est deuxième sur ce classement-là. Tout le monde, enfin pour la plupart, pour ceux qui le connaissent et ceux qui suivent un peu son actualité, Pascal Agbouibor est un avocat très célèbre qui a fait la pluie, le beau temps de son métier en Europe et dans plusieurs pays à travers le continent. Aujourd'hui, il a créé son entité pour se consacrer uniquement au continent africain. C'est cette décision, et d'ailleurs qui marche bien avec sa société, cela lui vaut d'ailleurs ce classement-là, deuxième parmi les 100 meilleurs avocats sur le continent. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, Mboupo et Agbouibor à l'honneur sur le continent, en attendant que le Togo ne célèbre ses valeurs. On lira l'article sur votre site togoburkinews.info. Et puis, une centaine de fidèles de l'apôtre Douflé a délogé Manu Militari, on va dire. Oui, Manu Militari, parce que c'était un peu confus, un peu, on va dire, Manu Militari. Les fidèles en question de l'apôtre Douflé étaient logés dans une maison appartenant à l'apôtre, donc à Diaglé, une maison privée donc dans laquelle habitaient la centaine donc de fidèles, et on ne sait pas comment ça s'est passé, mais la police s'est dépêchée sur les lieux. Il semble que des gens ont appelé la direction des cultes pour se plaindre de ce que les citoyens qui vivaient, les personnes, les fidèles donc qui vivaient dans cette maison-là continuaient de prier, alors que selon le gouvernement et selon les autorités, les rassemblements demeurent interdits, et donc les lieux de culte étaient fermés, et donc la police est allée simplement fermer, mettre le scellé sur cette maison, ce qui a été quand même, on va dire, incompréhensible pour la plupart, parce que là, ce n'était pas l'église de l'homme, du pasteur, mais c'est plutôt sa maison qu'il a mise à la disposition des fidèles qui y habitaient, et donc ça a été vraiment une incompréhension pour plusieurs de ce que des gens ont été délogés d'une maison
dans laquelle ils vivaient, alors que à Lomé et un peu partout sur le territoire, les gens partagent plusieurs maisons de location où ils se regroupent, où ils vivent ensemble. Et pourquoi on n'a pas fermé les maisons de location, on va fermer plutôt une maison privée appartenant à l'homme de Dieu, soit où les fidèles habitent, mais qui n'est pas une église, mais les églises sont fermées, mais je crois que les maisons ne sont pas fermées. Cette affaire-là fait débat depuis le vendredi dernier, mais la police a déjà fermé les lieux et donc les citoyens, les citoyens, ils sont signalés d'être de 6 nationalités différentes, ces personnes-là qui vivent là-bas. On sait que l'apôtre Douflé lui-même est actuellement en prison, accusé de séquestration de personnes et bien d'autres chefs d'accusation qui sont portés contre lui. Donc aujourd'hui, les personnes qui sont mises à la rue ne savent pas depuis vendredi dernier où donner de la tête, puisque la plupart, on dit, ne sont pas des Togolais, sont des citoyens maliens, ivoiriens et qui viennent d'autres pays, béninois et autres. Et donc, peut-être que les autorités vont trouver une solution à cette situation pour que au moins les personnes, les étrangers qui sont dans le lot puissent ne serait-ce que trouver un endroit provisoire où rester le temps de regagner leur pays. Mais vivement que des affaires comme ça soient rapidement réglées avec tact aussi, pour que des situations du genre qui créent des problèmes de violation des droits de l'homme, mais aussi d'autres problèmes humanitaires ne puissent pas continuer à exister dans notre pays. Très bien. Ce sujet donc à découvrir sur votre site togoburkinews.info. Merci beaucoup Didier Assogba. Merci, on va dire bonne sur l'émission. Merci et bonne journée. Bonne journée. Et nous rappelons les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez le quotidien L'Économiste du Togo, le quotidien Togo Matin, le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Courrier de la République. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur le site togoburkinews.info, togomedia24.com, gapola.net et afriquepresse.tg. Et la chronique tech de ce matin, c'est avec Amen Assignon. Amen, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à nos fidèles auditeurs et auditrices. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et ce matin encore, nous avons de bonnes informations pour vous. Tout d'abord, selon le site d'information technologique 20minutes.fr, TikTok va rémunérer directement certains des créateurs renommés de sa plateforme de vidéos légères, artistiques ou humoristiques, dont la popularité a explosé à la faveur des confinements pendant pandémie de coronavirus. Le réseau social plébiscité par les jeunes a annoncé la création d'un fonds américain doté de 200 millions de dollars, un montant qui va augmenter. Ce fonds distribuera bientôt des sommes à des créateurs et influenceurs. Pour postuler, ils devront être âgés de 18 ans et plus, avoir un nombre minimum d'abonnés à leur profil et poster régulièrement des vidéos qui respectent le règlement de la plateforme. Nos créateurs pourront générer des revenus additionnels qui récompenseront le soin et la passion qu'ils mettent dans la création de liens originaux avec leur public, a indiqué l'entreprise. Et on continue avec Messenger cette fois-ci. Alors pour garantir la sécurité de vos conversations sur Messenger, Facebook a instauré une nouvelle couche de protection. L'annonce a été faite le 22 juillet dernier. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité appelée App Lock qui ne fonctionne pour l'instant que sur iPhone et iPad. Mais elle sera étendue dans les prochains mois sur Android également. Il est possible donc de configurer App Lock directement avec Face ID, c'est-à-dire avec votre visage, ou Touch ID, votre empreinte digitale, qui sont donc intégrées à votre iPad ou iPhone. L'activation d'App Lock sur Messenger est simple. Tout d'abord, dans votre App Messenger, accédez au menu en cliquant sur votre photo de profil en haut à gauche. Ensuite, cliquez sur Confidentialité. Rendez-vous sur Verrouillage d'app
ou F-Lock en anglais. Ensuite, vous n'avez plus qu'à activer le bouton Exiger Face ID ou Touch ID. Messenger donne la possibilité de choisir à partir de combien de temps il vous demandera de confirmer à nouveau votre identité juste après avoir quitté l'application, après 1 minute ou 15 minutes ou encore 1 heure. Et pour finir, Neuralink rêve de réunir l'homme et la machine grâce à une puce implantée par neurochirurgie. Alors qu'en 2019, le PDG de Tesla avait présenté ce projet un peu fou et lancé un appel à candidature, il a réitéré la demande 1 an plus tard sur Twitter. Le but, réaliser une interface cerveau-machine via Bluetooth qui permettrait à l'homme d'agir sur les machines et les intelligences artificielles par la simple pensée. Et oui Eric, Elon Musk et sa start-up ont tout de même rappelé que la priorité était de trouver des solutions neurologiques pour les patients souffrant de lésions cérébrales. Le fondateur de SpaceX devrait en dévoiler un peu plus sur ses projets lors d'une conférence le 28 août prochain. Voilà pour ce matin Eric, bonne semaine à vous et à vendredi prochain. Merci beaucoup, Amen, et passez une excellente journée aussi. Et nous enchaînons avec la chronique de nos partenaires de Togo Tchèque qui reviennent donc sur l'escroquerie liée donc au test Covid. Ceci est un message de Togo Tchèque, une initiative du Centre d'observation et d'analyse du web COAWeb. Non, l'Institut national d'hygiène n'escroque pas pour des tests de la Covid-19. Une vidéo montrant un reçu du test de dépistage de la Covid-19 est partagée sur la messagerie WhatsApp. L'auteur fait croire que le montant payé pour le test est une escroquerie. Non. Il est mentionné sur le reçu montré dans la vidéo la somme de 50 000 francs CFA pour le test de la Covid-19. Le montant est exact et c'est le prix officiellement exigé par l'INH, Institut national d'hygiène. Aucun acte d'escroquerie. Jointe au téléphone par Togo Tchèque, la direction de l'Institut national d'hygiène a confirmé que les tests de la Covid-19 faits à l'INH pour l'obtention d'une attestation dans le cadre d'un voyage sont payants et le montant est fixé à 50 000 francs CFA. Toutefois, les tests sur les patients présentant des symptômes ou ayant été en contact avec des cas suspects sont gratuits à l'INH, tout comme dans les districts sanitaires. Enfin, selon la direction de l'Institut national d'hygiène, les tests de la Covid-19 ne sont payants que pour ceux qui quittent ou reviennent au Togo et aussi pour les bilans de santé du personnel des sociétés. Si vous doutez d'une information, ne la divulguez pas. Vérifiez d'abord. Ceci est un message de Togo Tchèque, une initiative du Centre d'observation et d'analyse du web COAWeb. Taxi Média Show, la chronique des sports. Et la chronique des sports ce matin, c'est avec Abdoul Akondo. Abdoul, bonjour. C'est Rigator, bonjour, bon début de semaine à toi, bonjour à tous nos auditeurs. Alors ce matin, on parle football avec le Bayern Youth Cup, le jeune talent togolais Sidiki Tanko, champion de l'édition 2020. Une première participation fructueuse. Le jeune Togolais Sidiki Tando a remporté l'édition 2020 du Challenge FC Bayern Youth Cup, organisé virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus par le club bavarois. Le Challenge qui offre aux enfants du monde entier la chance de montrer leur talent, indépendamment de leur origine sociale, a rassemblé de jeunes footballeurs de moins de 15 à 16 ans de la Chine, de la Thaïlande, du Singapour, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Éthiopie, du Nigeria, de l'Autriche, de l'Allemagne et des États-Unis, opposé en finale à un jeune Nigérian, Sidiki Tando, a acquis le cœur des votants par sa technicité, ce qui lui permet ainsi d'honorer émerveillement le nom de son pays, le Togo. Avec ce sacre, il gagne un prix unique, un billet d'avion pour Londres et un billet pour la finale de l'UEFA Euro 2021. Football bissau-guinéen, la FIFA suspend le président pour 10 ans suite à un acte hors football jugé incorrect
par l'instance du football mondial. Mauvais timing pour Manuel Nascimento, le président de la Fédération bissau-guinéenne de football. Il a été suspendu pour une durée de 10 ans par la FIFA. À la veille de l'élection programmée hier samedi, le dirigeant se retrouvait ainsi dans l'impossibilité de briguer un troisième mandat. La chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante a déclaré Manuel Nascimento président de la Fédération de football de Bissau-Guinée, responsable d'avoir manqué à son devoir de protection de l'intégrité physique et normale d'autrui. En violation du code d'éthique de la FIFA, peut-on lire dans un communiqué de l'instance internationale. L'homme fort du football bissau-guinéen se voit rapprocher son implication à sa participation dans un fait de justice populaire en l'encontre d'un homme. Une vidéo partagée en 2019 sur les réseaux sociaux montrait Nascimento malmener une personne présentée comme un voleur en l'attachant avec des pneus et en l'aspergeant d'essence. À l'époque, le dirigeant avait assuré avoir voulu immobiliser le délinquant afin de le protéger du lynchage. La vidéo n'aurait été diffusée que pour le discréditer. Issam El Hadari, le portier égyptien, met un terme à sa carrière internationale. Abdoul. Issam El Hadari arrête sa carrière à 47 ans. Le légendaire gardien de but égyptien Issam El Hadari a mis un terme à sa carrière. Il l'a annoncé jeudi dernier sur une télévision du pays. Cela fait 30 ans de carrière pour El Hadari. L'homme de 47 ans n'a plus grand chose à ajouter à son succès avec plus de 150 apparitions en sélection avec les Pharaons, 4 victoires en Coupe d'Afrique des Nations, 3 Ligues des Champions et 3 Super Coupes d'Afrique de la CAF. Il entre dans l'histoire étant le plus vieux joueur à disputer une Coupe du Monde à 45 ans et 160 jours. La FIFA encore, Michel Lebert, le procureur chargé des enquêtes pénales au sein de l'instance, a démissionné. Effectivement, c'est Rigato, le procureur général suisse Michel Lebert a présenté sa démission vendredi dernier. Chargé des enquêtes pénales en lien avec les scandales de corruption à la Fédération internationale de football FIFA depuis 2015, le procureur général suisse Michel Lebert a annoncé sa démission vendredi dernier. L'autorité de surveillance du ministère public de la Confédération helvétique l'avait reconnu coupable d'avoir violé plusieurs devoirs de fonction en rencontrant secrètement 3 fois le président de la FIFA, Gianni Infantino, partie civile dans ces procédures. Vendredi, le tribunal administratif fédéral helvétique a admis partiellement le recours déposé en avril par Michel Lebert contre sa sanction, une réduction de salaire prononcée par l'instance. Enfin, Mike Tyson, le poids lourd de la boxe mondiale, fait son retour sur le ring, le temps d'un seul combat, Abdoul. Annoncé depuis quelques mois, Mike Tyson fera finalement son retour sur le ring à septembre. Son adversaire inconnu, il affrontera lors d'un combat d'exhibition son compatriote Roy Jones Jr. Ce combat tant attendu entre les deux vieilles gloires se tiendra le 12 septembre à Dignity Health Sport Park en Californie. Tyson et Jones vont combattre en 8 rounds, ce qui était une rumeur depuis quelques mois devient donc une évidence. Le retour sur le ring du patron des poids lourds des années 90 est officiel. Tyson n'est plus monté sur un ring depuis sa défaite face à Kevin McBride en 2005. Merci beaucoup Abdullah Akondo, merci pour toutes ces informations sportives. Et c'est la fin de Taxi Media Show de ce lundi matin. Merci à vous tous de nous avoir suivis et passez une excellente journée. Au revoir.